présidez l'ANA depuis 2020 et vous êtes également maire de Chambéry depuis la même année. Auparavant, vous étiez président du Conseil supérieur de la construction et de l'efficacité énergétique et vous avez été ministre délégué à la formation professionnelle et à l'apprentissage, ainsi que ministre aux Affaires européennes au cours du mandat de François Hollande. Enfin, vous êtes familier du lieu, puisque vous avez été sénateur à 2 reprises, une première fois entre 2004 et 2012 et la seconde en 2014. Madame Mancret-Taylor, vous avez été nommée directrice générale de l'ANA en 2018. Vous travailliez auparavant dans le cabinet du ministre de la Cohésion du Territoire et vous êtes architecte urbaniste en chef de l'État. Votre présidence et votre direction, Madame, Monsieur, ont été marquées par la mise en œuvre en 2020 de la transformation du crédit d'impôt transition énergétique, le CITE, en la prime de transition énergétique, mieux connue sous le nom de MaPrimeRénov', dont la distribution est assurée par l'ANA. Dans la continuité des programmes Habiter mieux, MaPrimeRénov' subventionne des travaux de rénovation énergétique pour les ménages avec une aide modulée selon les revenus. Outre le dispositif de base, il existe également MaPrimeRénov' Sérénité qui finance des opérations de rénovation globale pour les ménages modestes et MaPrimeRénov' Copropriété à destination des syndicats de copropriétaires. Il est indéniable que MaPrimeRénov' connaît un succès populaire. 416 000 primes ont été attribuées sur la seule période de janvier à août 2022 et le nom MaPrimeRénov' est désormais bien connu d'une grande partie de nos concitoyens. MaPrimeRénov' est rapidement devenue la politique phare de la rénovation énergétique des logements privés. Cependant, la prime fait aussi l'objet de nombreuses critiques et interrogations qui sont au cœur de notre commission d'enquête. S'il y a bien 700 000 rénovations grâce au dispositif, il ne s'agit pas de rénovation globale. C'est toute la différence et sans être réductrice, l'objet de notre commission d'enquête. L'ANA indique ainsi que le nombre de rénovations globales financées était de 66 000 en 2022, en prenant en compte MaPrimeRénov' Sérénité, auquel il faut ajouter le petit nombre de celles effectuées par MaPrimeRénov' Copropriété. Les chiffres pour le dispositif de base, qui concentre la majorité des financements, sont encore plus faibles. Un indicateur de performance rattaché au plan de relance indique ainsi que seuls 2200 logements sont sortis des classes F et G grâce à MaPrimeRénov' sur un objectif de 80 000. Certes, il ne s'agit que du nombre de ceux qui ont fait les démarches pour obtenir un bonus de subvention, mais la réalité est-elle significativement différente? De nombreuses personnes auditionnées dans le cadre de cette commission d'enquête ont ainsi accusé MaPrimeRénov' de trop favoriser la rénovation par geste au détriment des rénovations globales. À cet égard, il est en effet estimé que 80% des rénovations permises par la prime sont des rénovations monnaie-geste, dont essentiellement des changements de chauffage. Estimez-vous qu'il faille progressivement conditionner l'octroi de la prime à la réalisation de travaux de rénovation globale? MaPrimeRénov' a également fait l'objet de critiques au niveau des démarches requises pour bénéficier de l'aide. En particulier, la Défenseure des droits a rendu en octobre 2022 une décision qui fait état de dysfonctionnements aux conséquences lourdes pour les usagers. Parmi les griefs qui ont été soulevés à l'encontre du dispositif, les dégrèvements d'impôts ne seraient pas pris en compte pour apprécier la situation fiscale des personnes, alors que la DGFiP aurait indiqué que c'est techniquement possible et des usagers ne seraient pas parvenus à enregistrer leur demande avant le début de leurs travaux, malgré qu'ils aient entamé leur démarche des mois auparavant. Quelle réponse apportez-vous aux critiques de la Défenseure des droits? Où en êtes-vous du règlement des dossiers problématiques depuis votre audition devant la Commission des affaires économiques du Sénat, ici même, en décembre dernier? Enfin, des controverses ont porté sur la fraude à la rénovation énergétique.
les arnaques étaient courantes lors de la mise en place du dispositif, si bien que le démarchage téléphonique pour la rénovation a été interdit par la loi du 24 juillet 2020. Pouvez-vous faire un état des lieux en la matière et nous expliquer le rôle de l'ANA dans la lutte contre la fraude? Ces séries de difficultés montrent l'importance de l'accompagnement des ménages à la rénovation énergétique de leur logement. Depuis son lancement, le 1er janvier 2022, l'ANA est ainsi chargée du pilotage de France Rénov', un service public de conseil et d'orientation sur les travaux de rénovation. Par ailleurs, un arrêté du 30 décembre 2022 définit les missions et les conditions d'agrément des accompagnateurs Rénov' qui ont vocation à devenir une pièce maîtresse de ce service public. Toutefois, le CLER, qui est le réseau pour la transition énergétique, que nous avons auditionné la semaine dernière, indique que ce service public manque encore de visibilité et de pérennité. Son financement ne serait pas garanti au-delà du 31 décembre 2023. Pensez-vous que le service public de rénovation de l'habitat est à la hauteur des enjeux? Quelles seraient, selon vous, les pistes d'amélioration? Avant de vous laisser la parole pour répondre à ces premières questions et pour un propos introductif d'une vingtaine de minutes, il me revient de vous indiquer que cette audition est diffusée en direct et en différé sur le site internet du Sénat et qu'un compte-rendu sera publié. Je dois également vous rappeler qu'un faux témoignage devant notre commission d'enquête serait passible des peines prévues aux articles 434-13, 434-14 et 434-15 du Code pénal qui peuvent aller de 3 ans à 7 ans d'emprisonnement et de 45 000 à 100 000 € d'amende. Je vous invite donc, Madame la Directrice Générale, Monsieur le Président, à prêter serment, de dire toute la vérité, rien que la vérité, à lever la main droite et à dire « je le jure ». Je vous en remercie. Donc, on va vous laisser maintenant la parole. Et ensuite, bien sûr, le rapporteur vous posera un certain nombre d'autres questions, ainsi que nos collègues qui assistent à l'audition. C'est à vous. Merci, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs. Je vais, avant de venir sur les questions précises que vous avez posées, vous donner un compte rendu un peu générique et de savoir dans quelle situation, effectivement, nous sommes aujourd'hui au moment où nous sommes devant cette commission d'enquête. Je me présente donc avec Madame Valérie Mocret-Taylor à la tête de cette agence qui effectivement, j'ai l'honneur de présider depuis 3 ans et qui s'engage depuis 50 ans, en fait, aux côtés des ménages modestes et des collectivités territoriales pour améliorer l'habitat de nos concitoyens. 5 choses peut-être sur lesquelles je souhaite insister. Plus que jamais, la transition énergétique des logements passe par la rénovation du parc de logements existants, car je veux redire ici ce que j'avais déjà dit devant la Commission. 80% des logements de 2050 existent déjà. La rénovation énergétique est donc au cœur de l'actualité. Ça touche à des questions de pouvoir d'achat, de sobriété énergétique, de dérèglement climatique. Et l'ANA donc est au cœur de ces enjeux et accompagne chaque Français sur le chemin de la rénovation énergétique grâce au déploiement, vous l'avez dit, de France Rénov'. Nous y reviendrons, et au succès, car on doit parler de succès, de MaPrimeRénov', mais nous apporterons là aussi des éléments. D'ores et déjà, l'État met des moyens inédits pour soutenir cette politique publique, 4,2 milliards d'euros, dont 1,5 milliard en aide à la pierre contractualisée avec les collectivités, que ce soit MaPrimeRénov' Sérénité ou MaPrimeRénov' Copropriété, ce qui est assez inédit et qui permet d'obtenir des résultats en constante progression. Les territoires aussi et les acteurs économiques ont besoin de stabilité réglementaire et budgétaire pour continuer de déployer cette politique publique efficacement et dans la durée. La deuxième chose, MaPrimeRénov', c'est une première étape dont la réussite se mesure au nombre de ménages qui ont sollicité cette aide et qui nous disent, car ce sont aussi les retours, qu'à 82%, ils sont satisfaits et que 53% des ménages qui en ont bénéficié nous disent qu'ils n'auraient pas fait de travaux s'ils n'avaient pas eu accès à cet accompagnement. Cette aide publique a permis, je crois, de lancer une dynamique forte de massification des travaux de rénovation énergétique et depuis 2020, c'est pas si vieux que cela, plus d'1,5 million de ménages
en ont bénéficié, et d'abord les plus modestes, 68% des allocataires, des bénéficiaires de MaPrimeRénov' se situent dans les 4 premiers déciles les plus modestes de la population. Donc la cible sociale, qui était une cible de ce produit, est effectivement atteinte. Et elle a permis, cette prime, aux bénéficiaires de s'inscrire donc rapidement dans un parcours de rénovation vertueux, avec la réalisation d'un premier geste, et a ainsi introduit massivement la décarbonation des logements privés. Je veux dire aussi un chiffre, c'est que la moyenne d'économie conventionnelle d'énergie finale par logement et par an est passée de 3,9 MWh avec le CITE, qui préexistait, à 5,6 MWh avec MPR, ce qui fait une augmentation de gain, en quelque sorte, de consommation de 44%. L'ensemble des rénovations énergétiques soutenues par l'agence depuis 2020, là aussi c'est très récent, ont permis une économie de 12,2 TWh, soit la consommation annuelle des habitants de la ville de Paris et de Lyon cumulée en un peu plus de 2 ans. Ces éléments de satisfaction ne nous font pas oublier que pour certains usagers, le parcours de demande peut être plus compliqué. La défenseure des droits a pu faire part de dysfonctionnements dont lui ont fait part certains usagers, qui concernent, selon elle, près de 500 dossiers. Vous nous avez fait part dans votre questionnaire de certains points tout à fait précis, et nous y reviendrons dans vos questions. Nous sommes conscients des situations que cela entraîne pour les usagers, et au-delà des dossiers signalés par la défenseure des droits, nous avons mis en place, au sein de l'agence, une équipe pluridisciplinaire, spécifique, créée à cet effet, pour suivre ces dossiers. Et je peux vous indiquer que l'ANA prend attache individuellement avec chacune des personnes affectées et les accompagne dans la reprise de leur parcours. La troisième chose, la rénovation dans la performance, c'est un sujet qui est souvent revenu lors de votre commission. La rénovation globale, c'est la rénovation idéale. Personne ne peut le contester. Et atteindre des niveaux ambitieux, c'est aussi notre conviction. Je dois dire néanmoins qu'il n'y a pas de solution unique, ni de recette miracle pour les ménages qui doivent faire un choix technique et financier majeur. Et il est dangereux d'opposer rénovation globale et rénovation par geste, car in fine, il faut offrir aux ménages des choix, faire du sur-mesure. Chaque dossier est un cas particulier en fonction de leurs besoins, de leurs moyens. On est dans de la couture au cas par cas. Et MaPrimeRénov' permet une réponse à chaque situation, qu'on soit propriétaire occupant, propriétaire bailleur, en copro, soit pour la rénovation par geste ou globale. En complément, le traitement des ménages en situation de forte précarité énergétique peut aussi engendrer des coûts majeurs pour remettre en état des logements. On pense au sujet d'habitat indigne, dégradé, dont les coûts de remise en état dépassent en moyenne 60 000 € par logement. Et l'agence apporte également des solutions de financement pour ces situations à travers des opérations de lutte contre l'habitat indigne à travers la RHI ou la tirerie. Quatrième chose, depuis 2011, l'ANA a accompagné 600 000 propriétaires modestes vers des rénovations globales dans le cadre de nos programmes, notamment qui par le passé s'appelait Habiter mieux, dont 176 000 rénovations ces 3 dernières années. La dynamique est présente, elle est puissante, elle continuera à prendre de l'ampleur cette année. Notons aussi les questions liées MaPrimeRénov' copropriété qui progressent chaque année malgré un contexte de 2 années de crise sanitaire qui n'ont pas été sans conséquences, puisque beaucoup d'assemblées générales de copropriétaires n'ont pu se tenir dans les conditions normales. Mais je veux dire, 7 000 logements en 2020, 12 000 en 2021, 25 000 en 2022. On voit qu'on est sur une reprise, notamment, et peut-être une prise de conscience dans les copropriétés. 5e point de mon propos, face à des enjeux énergétiques et climatiques qui sont sans précédent, je crois que notre réussite ne pourra qu'être collective. 80%, je le redis, des logements de 2050 existent déjà. Nous devons être tous mobilisés pour rénover, à commencer par l'État, qui a fait de la rénovation énergétique des logements privés et des bâtiments publics un axe prioritaire du plan de France Relance, avec près de 6,2 milliards d'euros affectés. Nous en avons fait une priorité et avons débloqué des moyens sans précédent. Pour ce faire, nous devons et savons pouvoir compter sur les collectivités locales,
leurs élus, qui sont déjà très fortement engagés sur la transition écologique dans leur territoire, en favorisant la rénovation des logements, en luttant aussi contre l'artificialisation des sols et en permettant la réhabilitation de friches. Elle joue un rôle moteur dans le déploiement de France Rénov', le nouveau service public de la rénovation de l'habitat partout sur le territoire et au plus près du terrain. Ensemble, nous devons nous accompagner toujours plus de Français dans des parcours de rénovation performantes. Grâce à la mobilisation de nos partenaires et des collectivités et l'expertise des accompagnateurs Rénov', chaque Français peut désormais bénéficier de conseils qui sont gratuits, qui sont des conseils fiables, qui sont des conseils indépendants, au plus près de son domicile, pour démarrer en confiance des travaux de rénovation énergétique de son logement. C'est aussi la nécessité d'avoir une mobilisation de toute la filière de la rénovation énergétique et nous devons l'entraîner dans cet élan en l'aidant à recruter, à former toujours plus de professionnels partout sur le territoire et aussi à mieux se structurer. Quant aux banques, elles ont aussi un rôle essentiel à jouer pour financer les restes à charge et faire en sorte que cela ne soit pas un obstacle à la rénovation. Elles pourront notamment s'appuyer sur le dispositif incitatif comme l'éco-prêt à taux zéro ou le prêt avance rénovation, mais je suis sûr que c'est un sujet dont vous aurez à parler peut-être même dans l'après-midi. Aujourd'hui, je pense pouvoir dire qu'il y a une dynamique sans précédent qui est lancée. On a besoin de la mobilisation de tous pour être au rendez-vous, dans une dynamique qui est incontestable, ce qui n'empêche pas qu'il y a certainement encore des améliorations à apporter dans une politique dont on voit l'explosion et qui nécessite du coup des adaptations en permanence. Et Madame la Directrice Générale y revient plus précisément. Merci Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur. Alors, je pense que je vais prendre tout simplement dans l'ordre des questions que vous nous avez adressées, si cela vous convient. Je pense que c'est le meilleur moyen d'être le plus exhaustif possible par rapport aux questions que vous avez soulevées. Donc, à la première question relative aux réussites de ces dernières années et principaux échecs, juste bien préciser que nous intervenons dans le cadre de l'habitat privé, parce que la question était très centrée sur la rénovation énergétique des bâtiments, donc nous n'intervenons que sur le logement et le logement au statut privé. Ainsi que le président de l'ANA l'a dit, cette politique rénovation énergétique connaît donc de profondes évolutions. Je pense qu'il est important aussi de partager avec vous tous ces profondes évolutions depuis une dizaine d'années. Il a bien rappelé qu'au travers du programme Habiter mieux, plus de 600 000 rénovations globales avaient pu être financées, ce qui est tout à fait important, et donc 176 000 rénovations globales sur ces 3 dernières années, comprenant donc effectivement le changement d'appellation de ce programme Habiter mieux en MaPrimeRénov' Sérénité. 2020 a été marqué, effectivement, comme vous le rappeliez, Madame la Présidente, par le déploiement de MaPrimeRénov', qui a marqué un basculement, en fait, et une accélération en transformant, en fait, une aide fiscale, donc le crédit d'impôt transition énergétique, en une aide directe à l'attention donc des ménages. Une aide qui a été ouverte en 2020 et qui était essentiellement centrée en 2020 sur les ménages modestes et très modestes, et qui, sous l'effet du plan de relance à compter de la fin de l'année 2020 et très précisément à compter du début de l'année 2021, c'est ouvert en fait à tous les ménages, tous les propriétaires occupants, quelles que soient leurs conditions de ressources, toutes les copropriétés, quelles que soient les conditions de ressources des propriétaires qui forment le conseil syndical de ces copropriétés et quelle que soit la situation de ces copropriétés. Et puis ensuite, à partir de l'été 2021, ouverture à tous les propriétaires bailleurs, c'est-à-dire ceux qui louent leur logement, et donc une aide qui couvre vraiment l'ensemble de l'habitat privé sans faire de distinguo entre les niveaux de ressources ou le type de propriétaire ni le type de copropriété. C'est ainsi qu'en 3 ans, l'ANA comptabilise désormais plus de 1,5 million de ménages qui ont pu être accompagnés au travers de MaPrimeRénov' dans leur projet de rénovation, ce qui correspond à plus de 7 milliards d'aides versées et qui correspond aussi à 21 milliards d'euros de travaux générés grâce à ces aides publiques. Donc ces résultats, ainsi que je le précisais en prenant la parole, montrent le chemin parcouru, un chemin, et je tiens aussi à le partager avec vous, un chemin qui se construit encore. C'est-à-dire que c'est une politique
politique publique qui est jeune et qui connaît d'ailleurs chaque année des évolutions récentes, tout simplement parce que nous sommes dans une politique qui a besoin de s'adapter aux attentes des citoyens, aussi parce qu'une loi récente a été votée par le Parlement, la loi climat résilience, et puis parce qu'on a un contexte européen, international, qui peut avoir aussi évidemment des impacts à un moment donné. Je pense notamment aux effets de l'inflation, par exemple, sur le montant des travaux, et cette inflation qui a fait l'objet déjà de prise en considération dans l'évolution des aides depuis le début de l'année 2023, pour ne citer que cette évolution assez récente, mais j'aurais pu citer aussi le plan résilience qui avait été mis en œuvre l'année dernière. Donc voilà, un point vraiment important, une transformation très en profondeur, une aide fiscale qui se transforme en une aide directe, et puis une aide relativement récente, mais qui pour autant, vous l'avez d'ailleurs pointé dans votre introduction, Madame la Présidente, montre un véritable succès, mais qui s'améliore encore au fil du temps. Alors, le point important aussi à prendre en compte, c'est la prise de conscience des citoyens, qui est réelle, parce que les aides de l'agence sont évidemment des aides qui sont sollicitées très fortement par les citoyens. Et cette prise de conscience, elle se fait par l'action citoyenne, bien évidemment, mais elle se fait aussi au travers des territoires. Et j'y reviendrai tout à l'heure quand on parlera de France Rénov'. Mais il faut avoir en tête que le nombre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat et le nombre de programmes d'intérêt généraux qui sont contractualisés entre l'agence et les collectivités territoriales ne fait que croître pendant le même laps de temps, c'est-à-dire depuis 2020, montrant bien que les élus locaux et les collectivités territoriales s'engagent de plus en plus dans des politiques locales de l'habitat en faveur de l'habitat privé notamment. Donc un point évidemment qui est important, c'est que cette politique publique s'inscrit, comme je le précisais, dans un temps long. Elle doit s'adapter en permanence donc à certaines situations et au contexte, et notamment en cette année 2023, elle doit s'adapter à une disposition de la loi climat résilience, qui est la mise en place donc du dispositif Mon accompagnateur Rénov', qui est effectif depuis le 1er janvier de cette année et qui est effectif pour l'ensemble des acteurs historiques qui réalisent déjà de l'accompagnement. Donc ce sont toutes les équipes de suivi animation qui sont désignées par les collectivités territoriales dans le cadre des OPA et des programmes d'intérêt généraux. Et ce sont bien sûr tous les espaces conseils France Rénov' qui réalisent déjà des actes d'accompagnement. Et ensuite, on ouvre bien entendu d'ici quelques semaines l'agrément pour permettre à de nouveaux acteurs de pouvoir s'engager dans cette démarche de façon à démultiplier le nombre d'accompagnateurs possibles sur le territoire. L'objectif, et c'est un des points aussi important que nous souhaitions partager avec vous, c'est de mettre en place de la confiance, en fait, vis-à-vis des ménages. Les ménages en ont cruellement besoin pour pouvoir s'engager, en fait, dans des démarches de travaux les plus ambitieuses possibles pour pouvoir améliorer donc leur logement. Donc voilà un peu les éléments principaux en réponse à la question numéro 1. La question numéro 2, vous évoquiez quels pouvaient être les freins à cette politique de recommandation énergétique. Je pense que ce que le président de l'ANA a pointé, c'est que et qui est très important, c'est que finalement c'est une politique qui concerne tout le monde, qui concerne environ 20 millions de ménages. Ces ménages appartiennent à toutes sortes de catégories socio-professionnelles, ont évidemment des envies plus ou moins importantes de s'engager dans des démarches de travaux, se posent de multiples questions sur les types de travaux qu'ils doivent réaliser, donc sur l'état de leur logement. Donc il est très important de pouvoir bénéficier d'un diagnostic de qualité, de pouvoir aussi être mis en contact avec des entreprises de qualité. Et donc la question de l'accompagnement est évidemment centrale. Elle va être mise en œuvre de façon obligatoire et généralisée pour des rénovations à partir d'un certain montant de travaux et donc à partir d'un certain montant de subventions, et évidemment pour toutes les rénovations globales. Et par ailleurs, je le partage avec cette commission aujourd'hui, comme nous l'avions partagé avec la commission des affaires économiques, un travail important a été mis en place déjà depuis plusieurs années pour faire converger l'ensemble des aides qui existent, puisque MaPrimeRénov' n'est pas la seule aide existante.
Il existe bien entendu les aides de l'État autour de MaPrimeRénov', les certificats d'économie d'énergie et les aides des collectivités territoriales. Et donc, il est extrêmement important de pouvoir faire converger. Et quand je parle de convergence, c'est aligner l'ensemble des critères qui permettent aux ménages de bénéficier de l'ensemble de ces aides sur la base d'un même objectif, leur permettant évidemment d'avoir ensuite, de pouvoir bénéficier en fait de l'ensemble de ces aides et d'être mieux solvabilisés, c'est-à-dire d'avoir le reste à charge le plus faible possible lorsqu'ils s'engagent dans ce programme de travaux pour leur logement, qu'il s'agisse de logements en maison individuelle ou en habitat collectif. En question numéro 3, vous nous interrogez d'ailleurs sur la lutte contre la fraude dans le cadre de la rénovation énergétique et les limites de cette politique de lutte contre la fraude et nos recommandations. Alors, il est très important de pouvoir distinguer deux choses, nous semble-t-il. La première, c'est de bien distinguer la fraude de l'escroquerie. En fait, la fraude sont des pratiques ou une pratique qui très organisée, je vais le formuler de cette manière-là, qui consiste à usurper des identités d'usagers, usurper des identités d'entreprises et entrer de façon plus ou moins massive dans des systèmes d'information et donc sur des plateformes de demande d'aide publique, pas uniquement en matière de rénovation énergétique, des demandes en fait qui derrière lesquelles qui ressemblent d'ailleurs, enfin qui sont parfaitement correctes en fait, mais qui ne sont assises bien sûr sur aucune demande réelle. C'est ce que nous appelons la fraude. Et par ailleurs, il y a des situations d'escroquerie, c'est-à-dire là des entreprises qui peuvent conduire à un moment donné des ménages vers des demandes de subventions plus élevées que les dispositifs ou les équipements qui vont être posés à l'intérieur des logements. Et ces deux pratiques ne sont pas exactement les mêmes. Sur ces deux pratiques, l'ANA, depuis que l'ANA existe, l'ANA verse donc des subventions extrêmement importantes à l'ensemble des usagers qui la sollicitent et lutte contre la fraude à travers un plan de contrôle et de maîtrise des risques de l'agence sur l'ensemble de nos aides. Et donc, ce dispositif que nous appliquons depuis de nombreuses années, nous l'avons bien entendu déployé pour MaPrimeRénov'. Donc c'est important que vous l'ayez en tête. Ça sous-entend du contrôle sur pièces systématique sur l'ensemble des dossiers qui sont déposés auprès de l'agence et du contrôle sur place, c'est-à-dire pour vérifier la mise en œuvre des travaux sur 10% des dossiers qui nous sont évidemment demandés pour subvention et ce avant le versement de la subvention en question. Donc ça, c'est vraiment l'axe évidemment central pour l'opérateur qu'est l'ANA, c'est cette lutte contre la fraude et nous sommes amenés parfois, soit dans certains cas, à augmenter, j'y reviendrai, nos contrôles, c'est-à-dire à opérer des contrôles renforcés sur un certain nombre de dossiers, lorsque notamment nous observons, au travers de ces contrôles sur pièce et de ces contrôles sur place, qu'il y a dérive en fait par rapport à la simple demande de subvention pour pouvoir réaliser des travaux chez des gens qui souhaitent améliorer leur logement. Deuxième axe de nos actions, nous participons évidemment au groupe de travail que Simon Hufetot a dû évoquer lors de son audition, c'est-à-dire autour de la mission de coordination interministérielle qui permet de mettre en commun en fait, autour de différents ministères, ce que nous observons et nos pratiques et aussi nos signalements. Et puis, nous faisons aussi, troisième axe de notre action, de la sensibilisation vis-à-vis des ménages, à travers différentes campagnes de communication que nous relayons très régulièrement et qui, je le partage avec vous parce que c'est très important, rappeler qu'une structure comme l'ANA, un établissement public administratif de l'État, un opérateur comme l'ANA ne fait jamais de démarchage. Tout démarchage sous le nom de l'ANA ne peut pas exister et est forcément signal de fraude. Et deuxièmement, un deuxième axe très important de notre information et de notre communication vis-à-vis des usagers, c'est leur rappeler qu'il n'y a jamais besoin de se précipiter en fait pour pouvoir signer
un devis ou pour pouvoir signer toute autre offre commerciale, quelle qu'elle soit d'ailleurs de nature bancaire ou qu'elle soit de nature en matière de réalisation de travaux, de façon et qu'il est nécessaire en fait de prendre le temps et qu'il est nécessaire aussi de réfléchir avant que de s'engager dans une démarche de travaux, dans la mesure où ces travaux portent sur un patrimoine qui appartient à ces ménages. Et puis, nous avons été amenés dans ce contexte, évidemment, je le précisais tout à l'heure, à renforcer nos contrôles, notamment depuis l'été 2022, parce que nous avons justement pointé, en fait, un certain nombre de situations de fraude et d'escroquerie sur un certain nombre d'équipements, ce qui nous a amené à contrôler beaucoup plus systématiquement, à la fois en contrôle sur place, ce type de réalisation de travaux et aussi à contrôler l'identité des demandeurs pour s'assurer qu'il y avait bien un demandeur derrière la demande. Ce qui a provoqué d'ailleurs un certain nombre de délais rallongés dans les délais de paiement de l'agence et sur lesquels nous avons été amenés d'ailleurs à communiquer à la fois à l'automne dernier, puis en fin d'année 2022 et plus récemment en lien notamment avec les deux organisations professionnelles que sont la CAPEB et la FFB qui nous avaient d'ailleurs sollicité sur ces délais de paiement qui étaient rallongés. Voilà les éléments importants que nous souhaitions partager avec vous au sujet de ces questions de fraude. Sur la quatrième question, excusez-moi, relative donc aux politiques de rénovation énergétique et notamment ce que Emmanuel Wargon a déclaré, à savoir que le nombre d'artisans qualifiés stagne à plus ou moins 10 ou 15% de son niveau potentiel. Vous nous demandez si nous partageons cette analyse. Alors, il est difficile pour l'agence de partager cette analyse. Ce dont nous sommes convaincus, c'est ce que le président de l'ANA pointait dans son introduction, c'est que la rénovation énergétique est l'affaire de tous. Donc il faut une aide de l'État de qualité, il faut d'autres aides pour réduire le reste à charge, il faut un réseau bancaire qui soit en capacité de pouvoir évidemment combler ce reste à charge et permettre à tous les ménages, quel que soit leur niveau de ressources, de pouvoir accéder à des prêts, et il faut des entreprises de qualité. Ce que la CAPEB et la FFB nous disent, c'est une situation plutôt de confiance de leur part par rapport à l'ensemble de leur réseau, et notamment par rapport au réseau qui bénéficie d'un label RGE. Mais je pense que ce point mérite d'être approfondi avec ces deux fédérations qui, bien entendu, sont plus à même de pouvoir partager avec vous des données chiffrées. Ce qui est certain, c'est que sur l'ensemble des territoires, aujourd'hui, nous constatons que nous nous inscrivons dans les tendances des 2 années précédentes en matière de dépôt de dossier. Donc, que l'on est bien sur une capacité des entreprises aujourd'hui à pouvoir répondre, en tout cas, à des volumes budgétaires qui annoncent dès le début de l'année un volume de rénovation énergétique pour l'année. En revanche, l'appareil économique, j'ai envie de dire, pour pouvoir peut-être aller plus loin, mériterait d'être examiné de façon beaucoup plus approfondie. Mais je peux partager avec vous que dans nos échanges avec la CAPEB et la FFB, ils nous ont aussi parlé des formations en cours en matière d'apprentissage et aussi dans les lycées professionnels. Enfin, ils ont de la donnée, pardon de le formuler comme ça, mais je pense qu'ils sont beaucoup plus à même de partager ces données en profondeur avec vous. Donc voilà pour la réponse à la question 4. Sur la question numéro 5, vous nous interrogez sur les moyens et prestations de conseil auxquels l'agence a recours et notamment durant son audition en tant qu'ancienne ministre sur la question 5, Emmanuel Cos aurait déclaré que l'ANA n'a pas la capacité d'engager des fonds sur plusieurs années, comme par exemple l'Agence nationale pour la rénovation urbaine. Et vous nous demandez si nous partageons cette analyse. Sur les propositions à ce sujet, il convient de rappeler que l'ANA est financée par le budget de l'État et que effectivement c'est un financement annuel qui repose sur le vote de la loi de finances initiale et qui repose bien sûr aussi sur le vote du budget initial de l'agence qui a lieu chaque année en conseil d'administration en fin d'année pour l'année suivante. La réponse à la question que vous soulevez est premièrement que le budget de l'ANA a été multiplié par plus de 5 sur les années que nous examinons autour de vous. Donc l'État a mis les moyens sur les années qui viennent de s'écouler
pour mettre en adéquation les budgets de cette agence avec la mise en place des politiques locales de l'habitat par les collectivités territoriales et répondre aussi à la demande en fait très forte de subventions pour pouvoir améliorer les logements. Le président de l'ANA précisait tout à l'heure qu'aujourd'hui le budget de l'agence s'élève à 4 milliards d'euros par an et ce budget, si on le scinde en deux grandes parties, 2,5 milliards relève de MaPrimeRénov' par geste, comme on dit, c'est-à-dire voilà, cette aide qui sert essentiellement dans la rénovation énergétique, et 1,5 milliard pour l'année 2023 est dédié aux aides à la pierre, ce qui correspond à plus du doublement en fait sur la période que nous examinons en matière d'aide à la pierre, donc à destination des collectivités territoriales et des territoires qui sont concernés. Par ailleurs, je le disais tout à l'heure, le nombre d'opérations programmées d'amélioration de l'habitat et de programmes d'intérêt généraux, donc contractualisés entre l'ANA et les collectivités territoriales, ne fait qu'augmenter sur la même période, et ce sont des engagements que l'ANA et l'État prennent avec les collectivités territoriales sur du pluriannuel, donc sur 3 ans voire 5 ans dans certains cas, avec un engagement évidemment de montant d'aide à la fois en subvention, donc en aide aux travaux, et en même temps en ingénierie, puisque l'ANA finance aussi les collectivités territoriales en ingénierie, et donc engagement sur plusieurs années pour pouvoir réaliser bien entendu les programmes en question sur l'ensemble des territoires qui sont concernés et qui le demandent. À la question numéro 6, au travers de la question numéro 6, vous nous interrogez sur les moyens qui sont dévolus à l'agence, à la fois en termes budgétaires et en ressources humaines, donc en ETP, pour accomplir les missions qui nous sont confiées. Donc, ainsi que je vous le disais précédemment, donc l'État renouvelle chaque année depuis maintenant 2019 sa confiance à cette agence sous forme budgétaire, en augmentant notamment son budget par plus de 5, au travers donc de ces aides à MaPrimeRénov' et des aides à la pierre, et l'État renouvelle aussi sa confiance en nous donnant les moyens de fonctionnement et les moyens d'investissement aussi pour nous permettre de répondre à ces enjeux. Et donc les évolutions, notamment en matière d'effectifs, sont indiquées en loi de finances initiale chaque année, et nous augmentons aujourd'hui, enfin depuis cette date de 2019, nous augmentons nos effectifs de plus de 30 ETP chaque année, ce qui fait que l'agence est passée d'un effectif d'une centaine de collaborateurs en 2018 à plus de 200 collaborateurs et même 250 collaborateurs à la fin de l'année 2023, ce qui est tout à fait considérable. Et après, autre élément important par rapport à ces moyens, je crois qu'on ne peut pas se limiter, dans la mesure où c'est une politique de l'habitat, donc une politique de territoire, on ne peut pas se limiter à regarder les moyens uniquement de l'agence, mais il est aussi important, et là-dessus l'agence ne sera pas en mesure de donner des éléments d'appréciation, mais en revanche, il est important de regarder aussi les moyens qui sont dévolus en collectivité territoriale et aussi dans les services déconcentrés de l'État, puisque une grande partie, en tout cas 1,5 milliard du budget de l'agence, repose bien entendu sur ces crédits délégués dans les territoires, en délégation d'aide à la pierre ou au sein des services de l'État, pour faire en sorte que ces aides soient bien distribuées selon les demandes des usagers qui les sollicitent. Sur le rôle des cabinets de conseil, et en particulier de Capgemini, qui font l'objet de votre question numéro 7, dans le déploiement et la mise en œuvre de MaPrimeRénov', vous nous demandez, donc vous nous posez un certain nombre de questions sur les missions qui ont été externalisées. Il est important d'être précis sur ces éléments, dans la mesure où ces prestations réalisées sont de nature différentes, on va dire. Donc, de façon tout à fait claire, nous avons sollicité Capgemini pour accompagner l'agence dans la mise en place donc d'un nouveau système d'information à partir de 2020 et un nouveau système d'instruction,
parce que la plateforme MaPrimeRénov', dont on parle beaucoup et parfois souvent, est une plateforme qui a ce qu'on appelle dans notre jargon un front office, c'est-à-dire celui que vous connaissez, celui où on dépose une demande, et puis il y a un back office, c'est celui sur lequel nous instruisons donc ces demandes, et c'est dans ce contexte-là que nous avons sollicité donc ces prestations. Je le rappelle aussi, 25 000 décisions sont prises par semaine autour de MaPrimeRénov'. Je crois qu'il est important de le partager avec vous. 50% de ces décisions relèvent de l'engagement, c'est-à-dire des prises de décision qui octroient une subvention à des usagers qui l'ont sollicité, et 50 autres % concernent des paiements donc de subventions après réalisation de travaux. Donc voilà, les volumes sont tout à fait conséquents, et c'est pour cette raison que nous avons donc fait appel à ces prestations pour développer à la fois ce système d'information et évidemment construire l'ensemble de la plateforme et l'ensemble des process qui sont attachés à un dépôt de demande de dossier ou évidemment à une instruction de ce dossier à l'engagement ou au paiement. Il est intervenu, alors autre élément important à partager, c'est que Capgemini est bien entendu intervenu dans le cadre de marchés publics de l'État, notamment portés par la DITP. Et c'est au travers de ces marchés publics que nous avons pu faire appel à ces prestations. Et l'objectif, c'est bien sûr un appui à la définition de cette feuille de route pour pouvoir créer l'ensemble des dispositifs que je citais précédemment et qui nous ont permis de déployer MaPrimeRénov', mais qui nous ont aussi permis à partir, parce qu'on a déployé MaPrimeRénov', comme je vous le disais tout à l'heure, en 2020, pour des ménages modestes et très modestes. Et ensuite, nous avons énormément élargi, évidemment, la capacité de cette plateforme et notre capacité d'instruction, puisque MaPrimeRénov' a été ouverte à l'ensemble des propriétaires potentiellement bénéficiaires de ces aides. Et puis, évidemment, au travers de ces prestations, nous avons mis en place aussi l'ensemble des chantiers qui ont permis de mettre en place cette instruction, mais aussi tous les dispositifs de translation, j'ai envie de dire, par exemple, sur la fraude et sur la lutte contre l'escroquerie, au dispositif MaPrimeRénov' tel que nous l'avions mis en place dans le cadre de nos aides à la pierre préalablement. Et puis, nous avons mis en place aussi une relation usagée. Je partage aussi avec vous un chiffre qui est toujours impressionnant. Nous recevons 8000 appels jour sur la plateforme téléphonique de l'ANA qui enregistre un taux de décroché de 85% et parfois même de 90%. Enfin, en tout cas, qui varie maintenant invariablement, d'ailleurs, entre 85 et 90% de taux de décroché chaque semaine depuis maintenant 2 ans, même s'il a pu connaître évidemment au tout début de la mise en œuvre des moments un peu plus difficiles. Et puis bien entendu, nous avons toute la soutenabilité de cette plateforme. Inutile de vous dire que nous connaissons de temps en temps des difficultés, puisque on y reviendra tout à l'heure, par exemple sur les questions fiscales, mais nous sommes apaisés, comme on dit, c'est-à-dire que nous avons des liens en fait entre URL, entre cette plateforme et puis par exemple l'ADEME pour vérifier évidemment que les entreprises sont RGE, ou avec la DGFiP pour évidemment vérifier les identifiants fiscaux et les identités tout court des demandeurs. Donc nous avons parfois des difficultés de fonctionnement de cette plateforme qui peuvent être liées de toute façon à des mises, j'ai envie de dire, à des mises à niveau ou des ajustements en fait des différentes plateformes, par exemple, avec lesquelles nous sommes liés, ou notre propre plateforme excusez-moi, qui peut aussi, à certains moments, avoir besoin d'être ajustée. Donc c'est un apport d'expertise sur des domaines tout à fait spécifiques, et ceci dans un contexte évidemment de demandes très très fortes et d'objectifs de résultats auxquels l'agence a su répondre. Il n'y a jamais eu, je le précise aussi lors de cette commission, d'interruption de service sur MaPrimeRénov'. Donc c'est un travail extrêmement important que nous opérons avec ce prestataire pour assurer la tenue de ce service public tout au long de l'année, et ce 365 jours sur 365. En question 8, oui, j'allais vous dire... Oui, parce que j'ai enchaîné. J'ai enchaîné, mais peut-être qu'effectivement, je n'aurais pas dû, et je vous prie de m'excuser.
Donc, vous nous interrogez sur les sommes dépensées chaque année pour les prestations de conseil. Alors, je souhaite partager avec vous cet après-midi que la commission d'enquête sénatoriale sur le rôle des cabinets de conseil, il y a exactement un an, nous avait interrogé sur ces points, que l'ensemble des données ont été transmises à cette commission d'enquête, que certaines de ces données ont un caractère confidentiel, mais qu'en revanche, nous sommes à votre disposition pour évidemment élargir et répondre plus précisément à cette question en dehors de l'audition de cet après-midi. Et enfin, sur la question numéro 9, qui pointe un article du Monde, effectivement, du 2 juillet dernier, un témoignage d'une agente de l'ANA au sujet de Capgemini, qui disait « Ils sont là depuis tellement d'années qu'on se demande pourquoi ne pas avoir carrément embauché des fonctionnaires qualifiés pour assumer ces missions pérennes ». J'ai envie de vous répondre que compte tenu des descriptions de missions que j'évoquais tout à l'heure, qui sont des missions extrêmement techniques autour des systèmes d'information, de la très forte tension aussi, je le partage très librement avec vous, sur ces marchés en matière sur ces compétences en matière d'informatique. Ces compétences ne sont pas au sein de l'agence et l'apport de ce prestataire est tout à fait précieux dans les développements et les investissements que nous réalisons dans ce domaine. Voilà, Madame la Présidente, Monsieur le rapporteur, je vous prie de m'excuser d'avoir enchaîné ces 9 questions. Non, mais je suis à votre disposition pour y revenir si vous le souhaitez. Je sais combien vous êtes passionné et combien vous avez à cœur de montrer ce que fait l'ANA. Donc je laisse la parole à notre rapporteur pour maintenant vous poser des questions supplémentaires. Merci, Monsieur le Président, et merci, Madame la Directrice Générale. Non, mais c'est très bien, vous avez répondu, il n'y a rien à... non, peut-être du coup en complément par rapport à ce que vous avez dit, j'avais déjà une question sur le. Vous avez dit à un moment donné que du coup vous aviez un certain nombre de contrôles par rapport aux fraudes qu'il pouvait y avoir, et vous avez parlé de contrôle direct, c'est-à-dire sur site. Donc ça, je voulais avoir des précisions sur quel type de contrôle et qu'est-ce que vous vérifiez en fait quand vous faites des contrôles sur site, et peut-être la proportion en tout cas de ces contrôles, quoi. Est-ce que c'est vraiment quelque chose de très particulier et qui reste très anecdotique, ou est-ce que c'est quelque chose que vous avez l'habitude plutôt de réaliser? Ensuite, c'est vrai que vous avez répondu déjà à beaucoup de choses et avec précision. Non, il y avait peut-être sur la question de ce qui a été abordé sur MaPrimeRénov' et sur l'aspect de la rénovation globale. C'est vrai que si on regarde les chiffres, je dirais quels que soient les organismes qui ont pu, on s'aperçoit quand même que sur MaPrimeRénov', si on peut se satisfaire du nombre effectivement de personnes qui ont bénéficié de MaPrimeRénov', on peut s'interroger un peu plus sur justement le fait qu'on ait des faibles taux sur la rénovation globale. Alors c'est vrai que suivant les différents interlocuteurs qu'on a pu avoir et les différentes auditions, certains nous disent il faudrait aller vraiment mettre tout sur la rénovation globale, et d'autres nous disent non, la rénovation par geste elle est importante et ça permet justement de rentrer dans un processus, à condition justement que ça soit un processus. Enfin, je veux dire que du coup il y a eu l'analyse et il y a eu la réflexion sur l'ensemble de la rénovation, mais du coup je voulais avoir un petit peu votre retour par rapport à ça, parce que c'est vrai que pour le coup, les chiffres sur la rénovation globale restent quand même très, très faibles. Et notamment sur le fait aussi, et peut-être la dérive qu'il pourrait y avoir, c'est que si on regarde les chiffres aussi, c'est que sur le nombre de MaPrimeRénov', je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça représente, mais on va dire sur le changement de chaudière tout simple, c'est quelque chose quand même qui est très important. Et notamment sur le passage avec des packs, des pompes à chaleur. Et c'est vrai que dans le débat qu'on a pu avoir, on pourrait avoir une réflexion uniquement basée notamment sur le rejet carbone, et sur l'impact carbone, et de se dire, si on remplace l'ensemble de notre système de chauffage par de l'électrique, on peut régler, et par de l'électrique non carboné, du coup, on peut régler la problématique carbone, et je dirais le tour est joué, quoi. Sauf que bon, il me semble que c'est pas forcément la bonne solution, que ça pose bien d'autres problèmes. C'est que la question de la rénovation thermique, elle est à la fois en termes de confort, et puis que cette production électrique, il faut bien la produire. Donc on est quand même à essayer de réduire plutôt cette consommation. Et donc le fait qu'on ait développé plutôt des aides sur des chaudières et notamment sur des pompes à chaleur, c'est sûr qu'on dimensionne du coup des pompes à chaleur
sur des bâtiments qui ne sont pas isolés et qui normalement devraient l'être par la suite. Et donc, voilà, on pose vraiment la question sur le fait que est-ce qu'on ne commence pas par quelque chose auquel plutôt on devrait terminer. Donc voilà, j'aimerais bien avoir votre avis en tout cas et vos retours sur cet aspect-là. Bon, sur la question de la fraude et des difficultés, enfin ce qu'a pu révéler le défenseur des droits, et peut-être c'est vrai, quand même je trouve encore, enfin pour avoir vu pas mal de dossiers sur souvent les difficultés qu'on peut avoir pour avoir des informations et sur l'explication des informations pour lesquelles les personnes du coup ne peuvent pas toucher leur prime ou en tout cas se retrouvent face à des situations assez complexes. C'est vrai que bon, voilà, pour avoir quelques dossiers en question, je pense qu'il y a encore à améliorer en tout cas sur cette et peut-être sur la question aussi du droit à l'erreur. Enfin moi ce que j'ai vu beaucoup c'est comment on peut mettre en place en fait le fait que des personnes souvent et la plupart du temps de bonne foi qui se sont trompés juste dans leur dossier pour une histoire de date, pour une histoire de remplissage du dossier et qui se retrouvent en fait embringués dans quelque chose qui après les dépasse et une plus possibilité de revenir en arrière. Et une dernière question, plus sur la question en lien avec les collectivités locales et notamment dans le cadre du service public de rénovation de l'habitat. Du coup, ben voilà, le rôle de l'ANA et vous participez au service public de la rénovation de l'habitat. Et donc, comment, selon vous, du coup, se passe cette articulation avec les collectivités locales? C'est vrai qu'on j'ai eu pas mal de retours, notamment plutôt de petites collectivités et d'interco qui avaient en fait à une époque mis en place des plateformes de rénovation, qui avaient un système assez simple et qui fonctionnait plutôt pas mal. Et qui nous disent aujourd'hui on n'y comprend plus rien quoi et que on a l'impression en fait de tout refaire et de tout remettre en place et avec des chiffres aussi que j'ai vus, c'est-à-dire qu'on avait des taux de rénovation qui étaient assez importantes et qui là se sont totalement effondrés parce que justement on a perdu un petit peu en termes de lisibilité. Donc je voulais avoir votre retour par rapport à ça et puis peut-être le retour que vous avez aussi de la part des collectivités. Merci. Alors, je les prends dans l'ordre. Donc, sur les contrôles sur place, donc, comme je vous le disais, nous appliquons en fait un taux de 10%. En fait, nous contrôlons à 100% l'ensemble des dossiers, mais sur pièce. C'est-à-dire, nous contrôlons l'identité du demandeur, pour faire court, et le devis qui nous est transmis, quelle que soit l'aide. Et nous contrôlons sur place, donc, 10% des dossiers au moment de la demande de paiement. Autant sur les aides à la pierre que sur MaPrimeRénov', c'est le chiffre. Donc ça nous permet de vérifier. Alors, on a des contrôles complètement aléatoires, je vais le dire comme ça, tirés au sort, voilà. Et on a aussi des contrôles précis, pas du tout aléatoires, au regard de certains contrôles sur pièce que nous faisons dans nos services et qui nous amènent sur un territoire donné vis-à-vis de certains acteurs à dépêcher en fait ce type de contrôle. Et qu'est-ce que nous constatons globalement plutôt beaucoup de satisfaction. Enfin, voilà, hein, 90% de ces contrôles sur place révèlent en fait que le dossier peut être payé. Et 10% nous révèlent que le dossier ne peut pas être payé tout simplement parce que alors on a toutes sortes de situations, des travaux qui n'ont pas été réalisés. Avec un ménage qui est en situation parfois difficile, ou des travaux qui ont été réalisés de façon différente de ce que le devis et la facture prévoient. C'est-à-dire un type d'équipement en deçà du niveau, voilà, du niveau signalé. Enfin, c'est voilà. Une qualité, j'ai envie de dire, de travaux inférieurs en fait à ce qui est facturé dans la facture qui nous est soumise au paiement. Alors, dans ces cas-là, la situation est très simple, c'est que nous bloquons le paiement. Et la personne qui, enfin la personne qui subit en fait le plus ce type de situation, bien évidemment, c'est le ménage. Et nous allons, dans ce contexte-là, faire en sorte de lui permettre de retrouver un parcours qui lui permette d'aller jusqu'au bout de ses travaux et de pouvoir bénéficier de la subvention pleinement et entièrement, quel que soit d'ailleurs le montant de travaux, hein, que ce soit des travaux modestes ou que ce soit des travaux importants, l'objectif est toujours le même,
c'est celui de permettre à un ménage de se remettre dans un parcours le plus favorable possible pour lui et son patrimoine. Juste une précision, les types de contrôle, c'est du contrôle visuel? Contrôle sur place. C'est du contrôle sur place, dans le logement. D'accord, mais je veux dire, par exemple, il y a ces caméras thermiques. Ah non, non, non. C'est visuel sur l'aspect de ce qui a été réalisé, si c'est l'isolation en extérieur, mais il n'y a pas de contrôle sur la qualité des travaux. Si, c'est un bureau de... Enfin, ce sont les agents des services déconcentrés ou des collectivités territoriales pour ce qui relève des aides à la pierre. Et pour ce qui relève de MaPrimeRénov', c'est un marché qui est passé avec le bureau de contrôle Veritas. Et c'est une vérification que l'équipement qui est signalé est bien le bon. Et que si, par exemple, c'est une isolation par l'extérieur en produits biosourcés, c'est du produit biosourcé. Peut-être dire, pour faire souffler 5 minutes à Madame la Directrice Générale, qui en a besoin, que ces contrôles, c'est aussi pour les personnes la certitude que les travaux ont été réalisés, comme l'on dit dans les règles de l'art, et qu'on se doit effectivement de vérifier si les choses ont été bien faites, avec aussi parfois, c'est un de nos soucis, des difficultés à ce que les ménages eux-mêmes acceptent d'ouvrir la porte pour vérifier que les travaux ont été bien faits. Parce que souvent, quand elles ont ces ménages comme interlocuteurs une entreprise mandataire, elles ne connaissent pas forcément l'ANA et encore moins le cabinet que nous avons spécialisé pour aller vérifier le bon rendu des travaux. Et tant que nous n'avons pas pu rentrer pour vérifier, il y a une suspicion que les travaux ne soient parfois pas réalisés, il faut se dire les choses, ou mal réalisés, ce qui du coup peut prendre quelques jours, voire plus, quand vraiment on n'a personne qui répond, quoi. Alors on sensibilise, on a d'ailleurs une réunion il n'y a pas très longtemps avec la FFB et la CAPEB pour que les entreprises mandataires expliquent que c'est tout à fait normal que quelqu'un qui un jour se présente au nom de l'ANA vienne vérifier les travaux. Je dis ça parce que ça explique parfois aussi du retard, et il y a beaucoup de cas particuliers. Je profite du coup sur ce sujet-là parce qu'on a eu... dans les différentes auditions, pas mal de réflexions sur justement l'aspect du contrôle, quoi, en fait, et de la bonne réalisation des travaux. Et parfois de se poser, c'est vrai qu'on est plutôt actuellement dans un système où on a labellisé des entreprises, donc on se dit, voilà, elles sont RGE, donc elles sont en capacité de réaliser des travaux correctement. Et donc du coup, on n'a pas de contrôle systématique en fin de chantier, quoi. Et on pourrait se poser la question inverse, quoi, et de se dire, en fait, peu importe, je dirais, la labellisation de l'entreprise, à condition que le résultat soit correct, et donc d'avoir plutôt un contrôle en fin de chantier, ce qui se fait par exemple sur l'assainissement ou des choses comme ça, où du coup, c'est clairement un contrôle qui valide ensuite la subvention. Est-ce que ça vous paraît crédible, en fait, par rapport à votre expérience, et est-ce que ce qui est déjà mis en place, si vous dites que vous faites 10% déjà des contrôles? Ce que vous pointez et qui est aussi relevé par le président de l'ANA, c'est la question de la confiance, en fait, des ménages dans la réalisation des travaux qui sont exécutés dans leur logement. Une des réponses, en fait, à cette question, c'est mon accompagnateur Rénov'. C'est qu'en fait, l'accompagnement, enfin, dans les aides à la pierre, pour le dire de façon différente, dans les aides à la pierre, l'accompagnement est obligatoire depuis toujours. Donc sur MaPrimeRénov' Sérénité, MaPrimeRénov' Copropriété, nos aides à l'autonomie, les aides en traitement de l'habitat indigne, l'ensemble des aides de l'agence, l'accompagnement est obligatoire. Pour MaPrimeRénov', il est optionnel avec un forfait. Il est peu utilisé et en fait, par le vote de la loi climat résilience et le décret qui est paru en fin d'année dernière, cette obligation maintenant va s'étendre à toutes les opérations un peu ambitieuses et c'est le tiers de confiance indispensable pour permettre effectivement de s'assurer que les travaux sont réalisés de façon conforme à la prescription qui a été faite initialement et au devis qui a été présenté aux ménages. Sur les autres questions, sur la question de la rénovation globale. C'est un vaste sujet. Alors je commence avec les chiffres parce que c'est ce qu'il y a de plus facile en fait au fond. Et nous avions eu l'occasion de le pointer aussi devant la Commission des affaires économiques. Il y a un chiffre de 2200 dossiers par an
qui a été pointé notamment par un excellent rapport de la Cour des comptes, mais qui ne regardait que MaPrimeRénov' nationale, c'est-à-dire l'aide versée au niveau national, et qui ne regardait donc que les forfaits rénovation globale sollicités par les ménages de catégorie intermédiaire et supérieure, et ne regardait pas ni MaPrimeRénov' Sérénité, ni MaPrimeRénov' copropriété. Donc le vrai chiffre, c'est celui que j'évoquais tout à l'heure. Depuis 3 ans, 176 000 dossiers traités, donc depuis 3 ans. Depuis 2011, plus de 500 000 dossiers, plus de 600 000 dossiers, pardon, et donc 10% par an. De ménages donc, qui réalisent des travaux de rénovation globale. Pour pouvoir bénéficier de ces subventions, ces ménages doivent réaliser un gain énergétique de 35%. Et la moyenne que nous constatons au travers de nos études, c'est qu'ils font un gain énergétique de l'ordre de 50%. Donc c'est important et en tout cas ça révèle bien que cette rénovation globale que le président de l'ANA pointait comme étant évidemment le parcours idéal en une fois une seule est effectivement la démarche que l'on pourrait souhaiter pour l'ensemble des ménages du parc privé. Pour autant, ce n'est pas toujours possible pour des raisons diverses, des raisons de coût, de montant de travaux. Le reste à charge qui existe autour de la rénovation globale est une réalité. Et dans les rénovations globales, c'est bien la question de l'aide de l'État et de la complémentarité de l'aide des collectivités territoriales qui fait la différence sur le reste à charge, auquel on peut rajouter des certificats d'économie d'énergie, mais effectivement, c'est un point extrêmement important. Et ensuite, on a aussi des ménages qui ne le souhaitent pas. Je crois que, il est important de partager et on le partage d'ailleurs très librement au sein du réseau France Rénov'. Tout le monde souhaiterait pouvoir recevoir un ménage en espace conseil France Rénov' ou dans une maison de l'habitat attachée à une opération programmée d'amélioration de l'habitat et voir ressortir ce ménage avec l'envie de réaliser une rénovation globale dans son logement, et c'est-à-dire plusieurs semaines, voire mois de travaux. Mais tous les ménages ne vont pas avoir envie de le faire d'une seule fois, d'une seule, et certains vont s'engager dans une démarche par étapes. Et il est important dans la politique publique d'avoir les deux parcours qui soient proposés. Alors, en ce qui concerne cette rénovation globale, il y a donc effectivement l'aide financière qui est apportée aux ménages, et pas simplement l'aide de l'État, je le redis, les certificats d'économie d'énergie et les aides des collectivités territoriales, l'appétence évidemment du ménage à le faire, l'accompagnement qui va être auprès des ménages pour leur permettre de s'engager en toute confiance dans la démarche, et ensuite un réseau d'entreprises de qualité et de confiance qui va pouvoir réaliser ces travaux. La différence en matière de rénovation globale, c'est qu'on a un éparpillement très fort de l'artisanat en matière de bâtiments dans notre pays et très peu d'entreprises générales à disposition des particuliers, des petits particuliers, pour pouvoir réaliser une rénovation globale. Et donc l'accompagnement est une première réponse, est une réponse, bien sûr, pour permettre une meilleure coordination, je vais le dire, entre un maçon, un menuisier et un plombier chauffagiste. Mais ce n'est peut-être pas suffisant, et on a aussi besoin d'avoir de la coordination qui s'organise entre ces corps d'État au niveau des entreprises pour pouvoir permettre réellement de démultiplier la rénovation globale et d'avoir une offre efficace en temps, j'ai envie de dire, surtout en temps, c'est pas tant en qualité mais en temps, pour permettre à ces travaux de se réaliser le plus sereinement possible à l'intérieur d'un ménage qui, je le rappelle, à l'intérieur d'un logement, pardon, qui, je le rappelle, est occupé par une famille au moment où les travaux se réalisent. Donc cette qualité est extrêmement importante. Ensuite, sur les deux parcours possibles, on a bien deux objectifs au travers de cette politique publique. Une politique publique, vous l'avez très bien rappelé, monsieur le rapporteur, une politique publique qui consiste à décarboner. Donc effectivement, aujourd'hui, on a 60% des aides de MaPrimeRénov' en 2022 qui ont concerné un changement de chauffage et 20% qui ont concerné l'isolation. Ce qui est une progression par rapport aux demandes en matière d'isolation, mais encore insuffisante. Et la sortie d'énergie fossile est un point très important. Dans un monde idéal,
il faudrait pouvoir avoir des écosystèmes, des réseaux en fait organisés au niveau territorial qui se renvoient en fait les ménages, si je peux me permettre de le dire ainsi, pour bien le conseiller. Pour le dire très concrètement, un espace conseil France Rénov donne une information, un conseil et souhaite orienter un ménage vers la rénovation la plus performante pour lui et pour son logement. Un artisan qui reçoit une demande en direct et qui voit que cette demande risque de ne pas être performante pour le logement, devrait pouvoir renvoyer vers un espace conseil France Rénov pour plus d'informations et plus de conseils. Et c'est ce vers quoi nous souhaitons tendre de plus en plus au travers du réseau France Rénov. C'est-à-dire, c'est pas simplement installer des espaces conseils ou des maisons de l'habitat, des équipes de suivi et animation sur le territoire, c'est aussi créer des liens en fait, entre les différents réseaux d'acteurs, parce que réussir une rénovation globale dans le parc privé face à des maîtres d'ouvrage qui le sont pour une période très courte et qui ne sont pas des maîtres d'ouvrage professionnels, c'est s'assurer que les professionnels correspondent entre eux et convergent collectivement pour mettre le ménage dans le meilleur parcours possible. Sur la question relative à la défenseur des droits, plusieurs choses à partager avec vous, sur lesquelles nous pourrons revenir par écrit si vous le souhaitez. Mais premièrement, peut-être la première chose, c'est la défenseur des droits a effectivement souligné un certain nombre d'usagers qui étaient en situation difficile. Je rappelle les chiffres, et c'est important. 500 dossiers étaient signalés donc, par la défenseur des droits auprès de l'agence, et au moment où la défenseur des droits a fait part en fait de sa décision publiquement, plus de la moitié de ces dossiers, enfin la moitié de ces dossiers étaient déjà résolus, et nous étions déjà en contact avec la défenseur des droits, puisque nous sommes aussi en contact avec un certain nombre de ses délégués sur l'ensemble du territoire, et résolvons les dossiers au fur et à mesure. Donc la moitié de ces dossiers étaient déjà résolus. Et c'est important c'est important d'avoir ces chiffres en tête par rapport, donc 500 dossiers par rapport aux 25 000 décisions par semaine que j'évoquais tout à l'heure. Je pense que ces proportions restent importantes à avoir en tête. Ensuite, pour autant, 500 dossiers en difficulté, c'est toujours 500 dossiers de trop. Donc, lorsque nous avons pris conscience en fait de ces difficultés, c'est ce que le président de l'ANA précisait tout à l'heure, nous avons mis en place une équipe dédiée. Une équipe dédiée. Donc, à partir du moment où nous avons un signalement, nous prenons en charge en fait le ménage en question et nous le remettons dans un parcours normalisé. Parfois, c'est compliqué. Parfois, c'est compliqué pour diverses raisons, parce qu'il peut y avoir un blocage informatique, mais aussi parce qu'il peut y avoir une incompréhension de la pièce que nous attendons dans le cadre d'un contrôle renforcé. Par exemple, une visite sur place, un contrôle d'identité qui n'est pas particulièrement facile. Et par rapport aux demandes de la défenseur des droits, ce qui est important de partager avec vous, c'est que nous avons mis en place plusieurs choses qu'elle demandait et qui étaient déjà en cours de réalisation. D'abord, la possibilité de mettre en place un dossier de régularisation, c'est-à-dire lorsqu'un dossier, au fond, est en grande difficulté, je vais le dire comme ça, il faut pouvoir traiter un dossier de régularisation. Et ça, c'est en place depuis l'automne 2021. La mise en place aussi de France Connect pour sécuriser l'accès aux comptes. La création d'une fonctionnalité qui permet d'annuler une demande, et la création d'une fonctionnalité pour demander une prorogation de dossier, en sachant qu'elle était indispensable, mais qu'aussi les délais de prorogation des dossiers de MaPrimeRénov' sont passés de 1 an à 2 ans, ce qui a aussi permis évidemment aux ménages de pouvoir s'inscrire dans des délais plus longs pour pouvoir demander leur paiement. Donc l'ensemble de ces observations, en tout cas, ont été prises en compte et aujourd'hui sont des fonctionnalités qui sont pleinement accessibles par l'ensemble des ménages qui sont dans ces situations, soit en direct, soit par l'intermédiaire de l'équipe dédiée qui a été mise en place directement dans les services de l'agence pour les accompagner. Sur la question de la DGFiP, tout à fait, ah oui. Sur les avis de dégrèvement.
Il n'était effectivement pas pris en compte dans le cadre de nos liens avec les fonctionnalités que la DGFiP met à notre disposition, donc pour vérifier l'identité fiscale du demandeur. Et donc nous nous sommes rapprochés de la DGFiP, et donc depuis le 1er janvier dernier, la DGFiP a aussi fait évoluer son offre et désormais met en place à notre attention et à l'attention d'autres services d'ailleurs de l'État une nouvelle API, impôt particulier, qui intègre les avis de dégrèvement. Ce qui, évidemment, nous simplifie fortement la tâche. Mais au travers de cette API impôt particulier, aujourd'hui, automatiquement, les avis de dégrèvement sont pris en compte. Et pour ceux qui étaient en attente, ils sont désormais en voie de régularisation, si ce n'est déjà régularisé. Ouvrir aussi les questions à nos collègues, s'ils en ont. Non. Sur les collectivités, enfin sur, oui. Alors, sur le service public France Rénov', donc il est mis en place depuis le 1er janvier 2022. Il est le regroupement des espaces conseil France Rénov', qui étaient avant des espaces conseil FER, et des équipes de suivi animation, des OPA et des programmes d'intérêt généraux. Donc une quantité de personnes assez importante sur l'ensemble du territoire national, qui permet sur maintenant 98% du territoire d'avoir un espace conseil et un lieu d'information conseil pour tous les ménages. Parfois, c'est, je dirais que dans les secteurs les plus urbanisés, on a ces espaces, et dans les secteurs plus ruraux, on a des espaces déambulants, donc qui sont qui se déplacent souvent sur les journées de marché. Donc on a des formes différentes et qui sont adaptées en fait aux spécificités territoriales. L'ANA anime effectivement ce réseau, ce service public depuis le 1er janvier 2022. C'est important parce que c'était des cultures différentes, une culture très rénovation énergétique d'un côté, une culture très amélioration de l'habitat de l'autre. Et en fait, ce que nous cherchons au travers de ce rapprochement des réseaux, c'est que l'ensemble des conseillers qui sont sur le terrain et l'ensemble des accompagnateurs d'aujourd'hui et de demain soient bien dans la double logique, c'est-à-dire qu'on soit bien dans cette logique de décarbonation, qui peut être un premier geste, une première étape dans un parcours de rénovation énergétique, sans jamais perdre de vue que l'amélioration de l'habitat est évidemment l'objectif principal et essentiel à atteindre à terme. Donc c'est quelque chose d'extrêmement important. Les collectivités territoriales, je vous le disais, sont très engagées dans ces démarches, puisqu'on est passé d'un peu moins de 1000 même conseillers France Rénov' en 2019 à plus de 2200 aujourd'hui, et qu'on est passé de 700 OPA et programmes d'intérêt généraux à 955 arrêts des compteurs en fin d'année 2022. Donc on a, c'est ce que je vous disais en introduction, on ne voit sur les 3 années qui viennent de s'écouler qu'une augmentation très forte, en fait, au fond, d'engagement des collectivités territoriales sur les politiques de l'habitat, sur les politiques de l'habitat privé. Sur la complexification, je ne pense pas que la complexification vienne de la plateforme France Rénov', qui est plutôt une plateforme qui a tendu et qui a rassemblé l'ensemble justement des services qui pouvaient exister. En revanche, il y a une évolution des aides. Et on a, nous aussi, entendu sur le terrain, enfin, moi j'ai fait un tour de France l'an dernier, je suis allée dans toutes les régions à la rencontre des espaces conseil France Rénov', à la rencontre de l'ensemble des collectivités concernées, c'est-à-dire des régions jusqu'aux communes, en passant par les départements et les intercommunalités, pour entendre leur réaction par rapport à la mise en place de ce service public. Souvent, ils nous disent que les aides évoluent et évoluent régulièrement. Mais comme je vous le disais tout à l'heure, on est aussi dans tout un travail de convergence et d'évolution de ces aides qui, chaque année, essayent en fait de coller de plus en plus aux attentes des citoyens et des ménages qui souhaitent s'engager dans ces démarches de travaux. Donc je pense que la complexification vient plutôt de ces éléments. Et enfin, sur un effondrement ou une chute, en tout cas nous, dans nos données nationales, on ne voit qu'une progression chaque année des demandes d'aide.
pas d'effondrement, pas de chute, ni évidemment sur MaPrimeRénov' nationale, ni sur MaPrimeRénov' Sérénité, ni sur MaPrimeRénov' copropriété, qui ne fait que monter en puissance depuis qu'on est sorti donc de la période de crise sanitaire et de l'empêchement des assemblées générales. Mais en revanche, une très grande attention de notre part en ce moment sur les effets de l'inflation, c'est-à-dire un renchérissement des coûts de travaux, qui est une vraie réalité, donc qui pourrait nous amener à un moment donné à peut-être constater effectivement moins de dépôts de demandes d'aide. En tout cas, ce sera le premier indicateur pour l'agence, et évidemment à discuter avec nos tutelles d'une évolution des montants de travaux et des pourcentages d'aide, qui est vraiment un point important. Et au-delà de l'inflation, le renchérissement des coûts d'une manière générale, et donc peut-être à vérifier très fortement avec nos opérateurs, en tout cas des hésitations ou en tout cas des questionnements plus profonds des ménages avant de s'engager dans une démarche de travaux, puisque ce sont des investissements importants. Rajouter un petit mot à ce que vient de dire Madame la Directrice Générale, Monsieur le rapporteur, sur le réseau France Rénov'. Je crois que si on prend l'analyse de nos concitoyens, la mise en place de France Rénov', ça a quand même permis de faire comprendre effectivement qu'il y avait un service public qui se mettait en place. Avant, il y avait des coexistences de différents réseaux. Il y avait ceux de l'ADEME, il y avait celui de l'ANA. Tout cela a fusionné dans une entité qui aujourd'hui est France Rénov', qui est présent effectivement dans 98% du territoire national. Je crois qu'on en ouvre une là en Bretagne la première semaine du mois d'avril. Et en fait, ça a été accompagné par un plan de communication quand même substantiel, à des heures de grande écoute, y compris télévisées, dans la PQR, par des pages complètes. Et c'est sans doute ce succès. 64%, après un an de présence de France Rénov', 64% des Français comprennent ce que veut dire France Rénov'. Accolé à un produit qui s'appelle MaPrimeRénov', et tout le monde fait en fait l'amalgame avec un produit, alors même qu'on a tenté de vous dire cet après-midi qu'il y en avait plusieurs, MaPrimeRénov' Sérénité, MaPrimeRénov' copropriété, mais en tout cas, les Français ont quand même bien capté à la fois le service public et le produit, ce qui fait que c'est quand même assez, je trouve, remarquable que sur une année de France Rénov', il y a eu 6 800 000 de nos compatriotes qui se sont connectés sur la plateforme. Et comme ça a été dit, 35 000 appels sur la plateforme aussi chaque semaine, c'est assez considérable. En fait, je crois qu'il manquait une entité visuelle, quelque chose que les gens comprennent spontanément. C'était un pas positif. Il nous reste d'ailleurs à faire que ce pas soit conforté, et nous engageons d'ailleurs une nouvelle campagne de communication, de nouveau cette année, pour que les gens identifient bien quelle porte ils doivent pousser pour avoir ce renseignement. Et pour vous donner aussi un autre chiffre, plus de 50% des gens qui poussent la porte de France Rénov' avec un projet repartent avec un projet différent. C'est-à-dire, il y a effectivement cet accompagnement qui est totalement objectif. Nous n'avons aucun intérêt à privilégier tel ou tel artisan, évidemment, tel ou tel geste, mais plutôt amener celles et ceux qui rentrent, les ménages, à se poser la question de qu'est-ce qui est vraiment pertinent, et pas forcément les conforter dans ce qu'ils proposent. Pour cela qu'on leur demande, par exemple, d'amener les plans, soit de la maison, soit de l'habitation, pour que la personne qui soit là, la technicienne, le technicien, puisse effectivement leur dire « nous vous suggérons ». Bon, après, cela appartient, mais plus de 50% repartent avec un projet différent après leur passé, en quelque sorte, pour analyser chacune et chacun la situation dans laquelle ils inscrivent leur projet de transformation de leur logement, quoi. Alors, est-ce que nos collègues ont des questions à poser? Non. Moi, j'aurais voulu que vous nous fassiez un petit peu plus un bilan et un focus sur la MaPrimeRénov' CoPro. Donc, vous avez dit que c'est un dispositif qui commence à monter en puissance. Voilà, est-ce que vous pouvez un petit peu nous en dire un peu plus et comment vous voyez les choses évoluer au niveau des copropriétés? Alors, ce que l'on constate sont effectivement les chiffres que le président de l'ANA vous indiquait tout à l'heure. Je les reprends moi-même. D'ailleurs, je me permets de vous dire que nous vous adresserons un tableau récapitulatif qui permet de voir la réno globale
par année et son évolution. Donc 7000 logements qui ont bénéficié de MaPrimeRénov' CoPro en 2020. L'année où c'était le début, 12 000 en 2021 et 25 000 en 2022. Donc on voit effectivement une évolution qui est quasiment un doublement, enfin en tout cas entre 2021 et 2022, un doublement. Qui montre une répartition aussi. Au début, c'était essentiellement des copropriétés dites fragiles qui sollicitaient, parce que tout le monde connaissait Habiter mieux copro, qui était destiné uniquement aux copropriétés fragiles. Et en fait, depuis l'année 2022, on est en équilibre, c'est-à-dire 50% des copropriétés qui ont sollicité cette aide sont des copropriétés fragiles, les 50 autres % sont des copropriétés qui ne sont pas fragiles, donc saines, enfin qui ne connaissent pas en tout cas d'arriéré de charge ou d'impayé de charge. Autre élément important, c'est que cette aide a fortement évolué suite au conseil d'administration de la fin de l'année 2022, donc de décembre 2022, puisque le plafond de travaux était à 15 000 €, il a été augmenté à 25 000 €. Donc depuis le 1er janvier, pour pouvoir répondre à un certain nombre d'observations d'opérateurs ou de spécialistes de la copropriété qui nous faisaient remonter de façon très objective les difficultés qu'ils pouvaient rencontrer en fait en assemblée générale par rapport à des difficultés. Donc ce plafond de travaux a été rehaussé et par ailleurs les primes aux ménages modestes et très modestes ont été doublées. Pour les ménages modestes, la prime était à 750 €, elle est passée à 1 500 € et pour les ménages très modestes, elle était à 1 500 € et elle est passée à 3 000 €. C'est-à-dire c'est une prime supplémentaire qui est vraiment dédiée aux ménages des 4 premiers déciles de la population pour leur permettre de gravir encore une étape supplémentaire par rapport à un reste à charge, puisque je le rappelle, c'est l'aide de MaPrimeRénov' CoPropriété est une aide à tous les copropriétaires, quel que soit leur niveau de ressources et quel que soit leur statut, en fait, propriétaire occupant ou propriétaire bailleur, et d'ailleurs quelle que soit la taille du logement aussi. Donc voilà, il y a une prime vraiment dédiée en fait aux ménages, aux ressources les plus faibles pour avoir un effet levier supplémentaire dans leur prise de décision. Donc aujourd'hui, on examine, enfin c'est tôt, ce que je ne citerai pas de chiffres parce que ce sont des chiffres qui pour l'instant ne se concrétisent pas, mais ce qu'on a vu depuis le début de l'année, enfin dans le cours de ce premier trimestre 2023, c'est un nombre de créations de comptes autour de MaPrimeRénov' qui est quasiment le double de ce que nous avions l'an dernier exactement à la même date. Mais pour l'instant, ce sont des créations de comptes qui ne se sont pas encore transformées en demande évidemment de subventions, puisque nous avons 2 grandes périodes de demande de subventions sur MaPrimeRénov' CoPropriété, une en général vers le printemps, début de l'été, et surtout une plus importante à l'automne, après les assemblées générales en fait, essentiellement qui prennent les décisions de s'engager dans des démarches de travaux. Autre élément important, c'est que cette aide, au fond, une fois, parce qu'on a entendu beaucoup de choses là-dessus, une fois que la demande de subvention est posée, elle est gravée dans le marbre. C'est-à-dire que même si notre réglementation était amenée à évoluer, à partir du moment où une demande a lieu, par exemple en octobre 2023, même si la réglementation évoluait en 2024-2025, pendant que les travaux sont en train de se réaliser dans la copro, puisqu'on sait que c'est des travaux de longue haleine, de toute façon, la subvention telle qu'elle a été notifiée en fait, au conseil syndical ne changera pas. Elle ne changerait que si le programme de travaux, évidemment, évoluait et que les factures ne soient pas conformes aux devis qui ont été présentés au moment de la demande de subvention. Donc ça, c'est aussi un élément de sécurisation, en fait, par rapport à ce collectif que constitue le syndicat de copropriétaires, qui est évidemment très pluriel et très, très multiple et qui a besoin d'être rassuré par rapport à ça, et ce qui est un grand changement par rapport au crédit d'impôt qui justement évoluait et pouvait changer et en plus dépendait de chaque situation et de chaque ménage. Voilà, et puis enfin, dernier élément, c'est majoritairement et essentiellement et uniquement même des travaux de rénovation globale, donc qui embarquent des travaux de rénovation globale concernant les parties communes, donc qui embarquent de l'isolation, une transformation du système de chauffage et bien souvent la ventilation, sous réserve bien entendu que le chauffage soit un chauffage collectif. Si bien sûr on est sur une copropriété avec autant de chauffage individuel, c'est une autre histoire, et dans ces cas-là on mixte des aides, on mixte l'aide MaPrimeRénov' CoPropriété avec des aides individuelles par ménage pour ce qui concerne la réalisation des travaux dans leur logement. Parce que, par exemple, géographiquement, vous pouvez voir s'il y a des territoires qui sont
plus allant que d'autres, ou qu'est-ce qui peut... Je ne sais pas si vous avez la possibilité d'avoir ces données, de voir s'il y a des territoires qui sont plus engagés que d'autres, et pour quelles raisons, d'après vous? Est-ce que c'est que des questions de climat ou pas? Je ne sais pas. Alors, on a des données, bien sûr, géographiques qu'on pourra partager avec vous. Je ne suis pas sûre que ces données soient définitivement parlantes, mais en revanche, on voit bien que dans les agglomérations, dans les métropoles, dans les secteurs urbains, en fait, où on a beaucoup de copropriétés, et notamment dans des territoires où les collectivités se sont engagées, finalement, dans des opérations programmées d'amélioration de l'habitat, tournées avec un volet copropriété, et qui on commence uniquement maintenant à se saisir de MaPrimeRénov' copropriété ouverte à toutes les copropriétés. On voit bien que l'apport de la collectivité, à la fois dans le suivi animation, dans les réunions de concertation qui peuvent être organisées par quartier, et bien entendu dans l'aide supplémentaire que va apporter la collectivité territoriale, c'est un véritable effet levier. Et c'est plutôt dans ces territoires qu'on voit cette évolution à la hausse, mais pas que. Mais c'est quand même l'élément prégnant. Mais on vous transmettra ces éléments, bien sûr. Je voudrais rajouter un ou deux petits éléments complémentaires. Parce que c'est ce que dit Valérie Mancret-Taylor est important sur le fait que ce soit des rénovations globales. Ça répondait à votre interrogation tout à l'heure, donc avec au moins 35% de gains à la clé en matière énergétique. C'est vrai aussi que lorsque la collectivité locale elle-même participe, parfois avec des subventions, ça aide, d'autant plus que si c'est le cas, l'ANA elle-même majore son taux de subvention. Donc il y a un effet boule de neige qui est intéressant et qui parfois fait le déclic. Vous savez comment c'est difficile, les assemblées générales de copropriété. C'est un monde à part entière où les intérêts des uns et des autres ne sont pas forcément les mêmes entre un propriétaire occupant, un propriétaire bailleur, un multipropriétaire. Ce que l'on voit, et je pense que on a une montée en puissance. D'ailleurs, nous avions, on ne l'a pas dit, je crois, dans le budget 23, on a anticipé qu'il y a plus de 40 000 logements, puisqu'on parlait tout à l'heure 25 000 en 22. On a fait le pari qu'il y en aura plus de 40 000. Je suis sûr qu'on y arrivera et qu'on le dépassera probablement. Pourquoi? Parce qu'il y a cette prise de conscience d'un certain nombre de nos concitoyens sur la question environnementale. Je pense qu'on est aidé aussi par l'évolution des prix de l'énergie. Ça contribue aussi à prendre des décisions. Et puis, vous avez, le Parlement, l'État ont pris un certain nombre de dispositions qui font que bientôt l'allocation d'un certain nombre de logements qui ne correspondent plus à des critères énergétiques ne pourront plus être loués. Ensuite, ils ne pourront plus être vendus sous réserve de faire des travaux. Et tout cela lié fait que, notamment dans les copropriétés, aujourd'hui, les choses bougent. Et je le dis, on est sorti ensuite aussi de la phase de Covid qui a été quand même très, très péjorante pour les prises de décision en copropriété sur les travaux. Merci à vous pour l'intérêt que vous portez à l'ANA.